Bonjour, je voudrais donc terminer plutôt cette vidéo, cette série de vidéos sur les années folles par en tirer un certain bilan qui sera peut-être plus nuancé que ce que l'on présente usuellement. Euh, mais au moins, j'espère que vous avez toutes et tous intégré le fait que comme caractéristique d'une période, l'histoire retient en général des formules réductrices, plus des mots d'ordre que des discours, plus des slogans que des arguments, lesquels sont forcément réducteurs et imparfaits. Évidemment qu'après la catastrophe terrible de la Première Guerre mondiale, le besoin de vivre s'était exprimé, du moins dans certains milieux, et que donc, par opposition à ce qu'on avait connu durant ces années de guerre, l'expression année folle pouvait marcher. Rien ne le symbolise mieux d'ailleurs que l'essor de la radio, certaines révolutions dans le cinéma, notamment le passage du cinéma muet au cinéma parlant, et avec comme substrat l'idée que l'être humain étant quelqu'un de raisonnable, naturellement, ce qui reste peut-être à démontrer, plus jamais ça. L'ère de la paix éternelle qui fait que l'on était prêt à se raccrocher à n'importe quelle lumière éclairant cette direction de la paix à tout prix. J'ai, je crois, eu des mots très clairs sur l'illusion de la sécurité collective, faute de moyens d'ailleurs, que j'ai décrit, et j'ai quand même remis à sa place, en disant ce que je pense très clairement, des relations franco-allemandes dans cette période-là. N'en concluez pas, je vous en prie, que je sois un abominable va-t-en-guerre absolu. Euh, je pense que dans ces affaires-là, tout n'est finalement qu'une question de rapport de force, comme beaucoup de choses dans la vie d'ailleurs, en termes en tout cas d'organisation collective. Alors comment s'achève cette période des années folles? Je dirais, puisque j'évoquais il y a quelques instants l'exemple du cinéma, je dirais que j'ai quand même le sentiment que ces années folles n'ont été, pour plagier ce très grand film de Jean Renoir, que la grande illusion. Alors évidemment, le film de Jean Renoir est postérieur, hein, il date des années 30, fin des années 30. Je reviendrai d'ailleurs, si vous me permettez, sur Jean Renoir, et si j'ai oublié, je compte sur votre sagacité pour m'envoyer un mail pour me dire hey, hop là, vous aviez dit que vous nous parleriez de Jean Renoir, vous ne l'avez pas fait. Parce que je pense qu'il y a au moins un de ces films qui mérite d'être décortiqué très sérieusement, qui est pour moi peut-être pas le plus connu, mais est de loin le plus intéressant et en tout cas le plus émouvant. Et qui nous servira
à caractériser la fin de la période que nous avons à étudier. Dans la grande illusion, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, si on réfléchit bien, des combattants de la Première Guerre mondiale, prisonniers, incarnés par Pierre Freinet, côté français, avec cette gigantesque, ce fabuleux portrait d'un officier allemand incarné par Erich von Stroheim. Là, il faut dire que l'atelier est quand même des monuments dans la culture cinématographique. Il s'agit d'en parler. Ce que les années folles, plus généralement, permettent donc de caractériser, c'est leur aspect, je dirais, parenthèse. Parenthèse entre le monde de la Première Guerre mondiale et la société marquée par la grande crise initiée par le krach boursier de 1929 et qui aboutit dans les années 30 à une inquiétude majeure, une déstructuration et des difficultés sociales avancées et finalement une remise en question de l'ordre international. Donc ça a été d'abord une parenthèse, ces années folles, et peut-être qu'il y a là déjà la principale limite. Est-ce qu'elles ont changé tellement que ça en profondeur la société française? Alors c'est évident que si on prend comme indicateur Paris, la mode, les domaines de la littérature, de la peinture, les grandes brasseries parisiennes, que sais-je encore, la réponse est incontestablement oui. Mais est-ce que ça a réellement changé en profondeur la société française? Moi, j'ai quand même très nettement le sentiment qu'il s'agit davantage d'une évolution que d'une révolution. Il y a quand même, ceci posé, deux résultats principaux qui me semblent indéniables et acquis. Le premier, c'est que la société française semble s'être débarrassée d'éléments structurels de fragilité qui étaient avant-guerre, d'éléments de crise structurelle, et notamment la question de l'intégration des catholiques et la question des étrangers. On a le sentiment dans les années 20 que les catholiques ayant fait leur devoir et ayant finalement accepté le modèle républicain trouvent leur place de sorte que ce n'est plus une question clivante. On est très loin des éléments de conflit, de quasi-guerre civile à propos de la question scolaire que l'on avait connue au lendemain de la loi de séparation de l'Église et de l'État dont on commémorait hier la date anniversaire de la ratification par le Sénat. Donc, de ce point de vue-là, oui,
ère marquée par une forme de pacification intérieure, de même que l'on a la croyance, l'illusion, pour tout dire, d'une pacification extérieure. Je crois l'avoir souligné. Deuxièmement, c'est comme pour la belle époque, en vous disant la belle époque, ouais, mais pour qui? Bon, vous avez quand même des pans entiers de la société qui ne sont pas directement concernés, atteints dans leur cadre de vie par ces années folles, à proprement parler. Vous avez des pans entiers de la société rurale qui sont étrangers, ou en tout cas extérieurs à ces mutations, de sorte que finalement, les années folles, c'est peut-être Paris, mais pas l'ensemble de la France. Et là, on touche là l'élément tout à fait important. Paris, évidemment, et quelques grandes villes, mais la société profonde, rurale, a-t-elle été tellement transformée par les phénomènes socioculturels que je vous ai décrits? Je crois que la question mérite d'être posée. Alors évidemment, tout ça n'est pas toujours très conscient, et souvent en histoire, on a le défaut de rationaliser post-mortem, après coup, des événements qui sur le moment ont été vécus et souvent plus subis qu'anticipés. Donc, moi, je suis toujours très rétif et j'insiste toujours sur l'idée que l'historien tend à rendre intelligibles des choses qui ne le sont pas forcément nécessairement sur le moment, et que cette rationalisation a posteriori contribue en elle-même à donner parfois de la réalité une image quelque peu tronquée. Je répète par exemple que l'analyse objective de la situation de la femme, prenons des exemples emblématiques, il n'y a pas un devoir, il n'y a pas l'une ou l'un d'entre vous qui n'en parle pas quand il s'intéresse à ces questions-là, et heureusement, mais à un point de lui accorder, je dirais, une prééminence absolue sur la légitimité de laquelle je suis aussi conduit à m'interroger, parce que bon, c'est un peu réducteur. Mais prendre cet exemple, l'émancipation par le travail n'a été, pendant la Première Guerre mondiale, qu'une courte, non pas embellie, mais simplement nécessité. Donc, l'idée d'une nouvelle société qui intégrerait les mutations engendrées par la guerre, même cette idée-là doit être très sérieusement
rebattu. J'ai dit l'intégration des étrangers. Là aussi, c'est une formule qui va relativement vite, mais qui résulte tout simplement d'un constat basique. La saignée démographique, le prix terrible payé entre 1914 et 1918, qui fait que l'étranger est conçu comme devant être intégré. Intégré. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la ruralité dans le bassin de la Garonne, où j'ai souligné que dans des domaines que l'on exclut a priori la population d'origine italienne avait joué un rôle considérable dans la renaissance, tout simplement, de villages saignés à blanc durant la Première Guerre mondiale. Donc, ces années folles sont très importantes, ne serait-ce que par le fait qu'elles témoignent d'un certain nombre de croyances et d'espérances. Peut-être d'illusions. Tout cela est entendu. Mais force est de constater que ça ne dure pas. Alors, on peut toujours se poser la question de façon un peu artificielle, s'il n'y avait pas eu la crise à compter de 1929. D'abord, moi, sur l'impact du krach boursier de 1929, je voudrais préciser deux ou trois choses et le faire à ma façon, c'est-à-dire en tant qu'empêcheur de penser en rond. D'abord pour dire que, ok, adjugé vendu, je sais très bien qu'il y a eu un krach boursier, je sais très bien pour quelle raison il y a eu un krach boursier, je sais très bien que cela a entraîné une cassure, une brisure dans les modes de consommation qui étaient à la base de la croissance économique et qu'il s'agit d'une crise de sous-consommation. Je sais très bien qu'en 1929, il y a eu coïncidence dans l'histoire de la pensée économique entre plusieurs cycles et que c'est la concomitance de cycles relativement courts et de cycles longs. Je ne vais pas vous refaire l'histoire des cycles Julliard, des cycles Kondratiev en histoire économique, ça serait malvenu. Bref, je connais tout cela, mais quand même, je veux, parce que tout simplement c'est le coin du bon sens, rappeler deux points. Premier point, c'est que cette crise boursière américaine, et qui résulte également de phénomènes de spéculation et de bulles spéculatives, cette crise boursière va avoir un impact déterminant parce que il y avait une contradiction majeure, à savoir que le système financier international s'était reconstruit sur la base de crédits américains, que ce soit depuis les dettes interalliées de la Première Guerre mondiale nécessaires pour financer l'effort de guerre, jusqu'au plan Dawes
complété au printemps 1929 par le plan Young. Je vous en ai donné les mécanismes, des prêts massifs des milieux financiers américains, notamment les banques comme Morgan, Chase Manhattan Bank, qui financent ça, en direction des États européens à reconstruire, lesquels peuvent partiellement, au moins, honorer les engagements que les traités de paix leur ont imposés. Et comme il s'agit également d'en faire une arme géostratégique contre ce que l'on pense être la superpuissance dominante en Europe, la France, les paiements des vaincus de la Première Guerre mondiale, l'illustrissime question des réparations, fait que les sommes versées au titre des réparations serviront aussi pour partie, et pour partie non négligeable, à rembourser les dettes interalliées. Et donc, je dirais que c'est un système financier qui explique très largement le fulgurant essor économique et les mutations sociales très positives à très court terme dans la société allemande, mais qui sont un élément structurant du maintien de la France dans ses contradictions. Arrive le krach boursier. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout naturellement que sont touchés prioritairement les pays dont on ferme le robinet financier, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Autriche. Que tout l'apport financier qui avait permis cette croissance formidable qui caractérise les années 1926, 1927, 1928 en Allemagne, d'autant que partons d'une année zéro qui est la déstructuration volontaire choisie comme arme politique et stratégique par le gouvernement allemand en 1923 lors de l'opération de l'euro, et qui s'appelle la résistance passive, payée du prix de cette inflation démentielle dont je vous ai parlé, et dont l'opinion ne va admettre que le fait qu'elle était imposée par les Français alors qu'elle résulte de politiques structurelles utilisées par les Allemands. Donc c'est comment on fabrique un discours et comment on s'exonère de ses propres responsabilités pour, évidemment, préparer une remise en question. Et qui va de pair d'ailleurs avec, puisque certains se sont émus de mon discours jugé trop anti-allemand à propos de la paix de Locarno, qui j'avais dit, me paraît marqué du coin du saut du bon sens là-dessus, mais pour ceux qui ont besoin que l'on mette les points sur les i, je les invite à lire la lettre adressée par le chancelier Gustav Stresemann, n'est-ce pas, au fils de Guillaume II, la famille impériale allemande réfugiée en Hollande, au Kronprinz, en 1925. 1926. Enfin, vous trouverez la date un peu partout. Et dans cette lettre, Stresemann dit clairement: je n'ai pas les moyens de continuer l'affrontement diplomatique avec la France, parce que si on continue, les Français vont nous imposer ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir stratégiquement lors du traité de Versailles. Donc, je négocie avec eux et j'achète, en leur foutant la paix à l'ouest, j'achète la paix,
le temps que nous nous reconstruisions et que nous soyons prêts à l'Est à récupérer ce qui nous a été volé et spolié. Autrement dit, ma politique n'est qu'une tactique pour préparer, et au nom des intérêts de notre diplomatie, pour reprendre ce qui légitimement nous a été, et de manière injuste, parce que nous avons gagné la guerre à l'Est, volé à l'Est de l'Europe. Je reconnais donc les frontières occidentales. C'est pas tiré par les cheveux, hein, mon analyse. Elle repose sur des documents extrêmement précis, mais le caractère limité de cet enseignement par vidéo fait que je n'ai pas forcément le temps de rentrer dans tous les détails, toujours autant que vous trouvez que je vous en donne un peu trop. Fin de la parenthèse. N'est-il pas logique que dès lors que les Américains, dans une politique là encore à courte vue, mais que demander d'autre, dans un système où il y a une contradiction viscérale et insoluble entre le rôle de financier international joué par les États-Unis et leur volonté récurremment affichée de ne pas se mêler des affaires européennes. Enfin, excusez-moi, vous ne pouvez pas intervenir que financièrement. C'est absurde. Et pourtant, c'est ce qui se passe. En tout cas, l'afflux de ces capitaux américains, essentiellement en Allemagne, a permis, surtout que le point de départ était catastrophique, donc ça va relativement vite de se relever d'une catastrophe. C'est progresser quand on a un haut niveau qui est plus difficile. Ça a permis évidemment un enrichissement très important, et notamment des classes moyennes. De sorte que la fermeture des robinets financiers américains va entraîner une déstructuration violente, massive et rapide de ceux qui s'étaient formidablement enrichis à compter de 1925. Et là, on tient une des causes fondamentales, sur laquelle on raconte bien des bêtises souvent, du virage de l'opinion publique allemande qui va porter sa colère, non pas contre l'ennemi américain qui a saboté par une politique à courte vue, celle des gouvernements républicains, jusqu'à ce que parvienne au pouvoir, mais ce sera trop tard, le président Roosevelt, qui lancera ses politiques keynésiennes de New Deal. L'opinion publique allemande fait porter la responsabilité non pas sur la contradiction de ce système international financier. Je ferme les robinets parce que j'ai besoin de cet argent que je n'ai plus à cause du krach boursier pour reconstruire les États-Unis. Voilà, les États-Unis d'abord. Ce qui est une politique absurde, je vous le concède. Mais de ce point de vue-là, je ne suis pas certain que nous ayons beaucoup de leçons à donner en termes de politique économique et financière absurde, n'est-ce pas Voilà, moi je fais partie des gens qui n'admettront jamais ce que les circuits financiers internationaux, notamment européens aujourd'hui, ont fait à la Grèce.
Et je n'admettrai pas non plus le fait que le gouvernement grec de Alexis Tsipras et de Varoufakis n'aient pas rempli leurs engagements jusqu'au bout. De même que je n'admettrai pas certains, évidemment, d'avoir tenu pour nul et non avenu les résultats d'une consultation populaire sur un référendum sur les institutions européennes en 2005 en France. Et c'est un autre débat. Donc en Allemagne, c'est la déstructuration des classes moyennes. Touché de plein fouet par la fermeture de ce robinet, touché de plein fouet par un chômage massif, et qui vont faire porter leur colère non pas sur les politiques économiques américaines, mais sur le système démocratique lui-même, sur la République de Weimar. Parce que finalement, ce sont des gens qui, en voyant tiroir-caisse entre 1925 et 1929, n'ont pas oublié le fond de leur pensée. L'Allemagne a été poignardée dans le dos à la fin de la Première Guerre mondiale. Ce mensonge d'État, volontairement fabriqué, et qui fait la lie du nazisme. Avec d'ailleurs deux éléments sur lesquels je serai intraitablement impitoyable. C'est pas les classes populaires qui portent Hitler au pouvoir, c'est le vote massif des classes moyennes déstructurées par un chômage démentiel qui choisissent. Et qui choisissent sur des thématiques simples, je vais caricaturer comme toujours, mais ça a quand même une certaine signification. 4 millions de juifs, 4 millions de chômeurs, la solution est simple. Donc derrière le mot juif, il y a le mot banque, capitalisme et le mot bolchevisme. N'était-il pas normal? C'est pour ça que Hitler arrivera légalement au pouvoir en 1933, le 30 janvier 1933, dans un gouvernement de coalition où les nazis sont minoritaires. Si j'étais en grande forme, j'observerais d'ailleurs que, avec l'aide du Parti communiste allemand, KPD, et de son secrétaire général Thälmann, nazi et communiste, donc ont fait des campagnes communes pour obtenir sur des pétitions des signataires en nombre suffisant pour contester le plan Young. Puisque la République de Weimar, un peu à la manière de nos amis suisses, proposait des votations d'initiative populaire. Dans le Land de Prusse, vous avez des votes communs entre communistes et nazis contre les sociodémocrates. Le mouvement communiste international, et notamment le Parti communiste allemand, sont en pleine ligne extrêmement dure, au nom duquel l'arbre fasciste ne saurait cacher la forêt social-démocrate. Et enfin, peu importe, le résultat de tout cela, c'est que Adolf Hitler apparaît comme quelqu'un de finalement pas si dangereux que ça à des milieux qui économiquement et financièrement ont perdu beaucoup depuis le début de l'année 1930, ont été complètement socialement et culturellement déstructurés et décérébrés par cette crise, par les conséquences de cette crise financière, et donc arrivent dans un gouvernement où ils sont minoritaires
et où certains milieux espèrent pouvoir les manipuler. Ils oublient qu'un Rottweiler ou qu'un berger allemand, sans mauvais jeu de mots, c'est bien à condition d'être sérieusement contrôlé et dressé. Voilà, voilà. Il faudra combien de temps à Hitler, dans un gouvernement minoritaire où il n'y a que 3 nazis, lui-même comme chancelier, Frick comme ministre de l'Intérieur, Göring comme ministre de l'Air, pour obtenir les pleins pouvoirs? Il n'est pas nommé, n'est-ce pas, chancelier le 30 janvier 1933 et il n'obtient pas le vote des pleins pouvoirs dès mars 1933. Il faut 1 mois et demi pour qu'il prenne tous les pouvoirs. Donc les grands milieux d'affaires qui se sont ralliés très tardivement, parce que là aussi l'historiographie simpliste qui dit que ce sont les grands financiers qui ont mis Hitler au pouvoir, non. Les grands financiers, ils ont choisi de mettre Adolf Hitler au pouvoir à partir d'un certain moment, très clairement, pour pouvoir essayer de le contrôler. Mais parce que les poussées électorales successives dans la désagrégation politique de la République de Weimar faisaient que, de toute façon, il y avait une très nette progression pour les nazis. Et cette progression est électoralement massivement le fait des possédants, dont l'épargne, dont la richesse a été fortement réduite. La classe populaire, elle vote, et elle vote essentiellement communiste. Donc l'argument rapide, ce sont les classes populaires qui ont porté Hitler au pouvoir. Non. Nuance, en tout cas. Donc en Allemagne, les conséquences sont terribles. En France, vous comprenez, c'est beaucoup plus en douceur. Parce que précisément, les insuffisances de ces plans Young et avant du plan Dawes, par le fait que ces réparations étaient en grande partie tronquées parce que elles étaient couplées à la question du remboursement des dettes interalliées, fait quand même que la France a pu amortir le choc. Et puis c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Des pans entiers de la société rurale, n'ont pas été massivement impactés et touchés par cette révolution des années folles. Donc j'ai dit que ce n'était pas une révolution, mais des évolutions dans certains milieux. Voilà. De sorte que peut-être qu'il va y avoir une forme de sentiment que la crise étant finalement moins virulente en France qu'ailleurs. Évidemment, mon propos doit être nuancé, je le ferai dans les prochaines vidéos. Peut-être qu'il convenait de ne pas... que la France s'en sortait mieux que d'autres. Et donc, l'absence de mesures très importantes, très contraignantes pour se reconstruire, qui fait que, ne prenant pas cela très au sérieux, on a plutôt des stratégies d'enlisement et qui font que la sortie de crise sera beaucoup plus lente et beaucoup plus difficile. En tout cas, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous voyez apparaître dès le début des années 30 ? Vous voyez apparaître l'idée que l'étranger, c'est un danger, un métèque. C'est quelqu'un qui menace l'identité française. C'est quelqu'un qui mange le pain des Français. Autour de la xénophobie. Vous voyez apparaître l'idée que la République est un régime pourri, avec des scandales financiers, des manifestations de rue, etc., dont le point culminant sera évidemment, et je l'analyserai en détail par ce qu'elle révèle, le 6 février 1934. Ce sera
évidemment la fin de certaines illusions, développement du chômage, avec cette caractéristique très, très importante des marches des chômeurs. Mais ce qui, moi, me frappe quand même, c'est que sur le plan des menaces extérieures, alors rien ne va changer. Au contraire, l'ombre portée du pacifisme intégral, une génération à jamais traumatisée par ce qu'on a connu entre 1914 et 1918, et à juste titre, et à juste titre, mais qui fait que l'on considère encore et toujours, en dépit du fait que ce soit Hitler en Allemagne, les revendications allemandes comme non dangereuses, voire, dans beaucoup de cas, légitimes. Donc, pour boucler ma boucle, oui, 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 oui. Je trouve que le symbole du film de Jean Renoir, La Grande Illusion, me permet d'être peut-être la formule qui me permettrait de caractériser le mieux de mon point de vue ce que je tiens à retenir des années folles. Là, on me dirait que, bon, passe sous silence Modigliani. Picasso. Peut-être que sur les inquiétudes de cette société, je préférais Soutine. Louis Armstrong. Bon, moi j'aime bien Louis Armstrong revisité par Claude Nougaro. Euh, Très franchement, qu'est-ce qui me frappe? C'est ce sentiment que l'on ne veut pas voir la complexité des problèmes, peut-être parce que tout simplement ce serait trop affreux si on se posait des vraies questions sur ces problèmes. Et donc, bien évidemment, je me poserai la question, et ce sera l'objet des prochaines vidéos, pardon, de savoir comment on en sort. Et la sortie de crise, elle est extrêmement complexe. Alors évidemment, certains esprits chagrins et qui contestent a priori tout ce que je peux dire, ce qu'est la règle du jeu. Ça aussi, c'est un titre d'un film, hein, la règle du jeu. J'essaierai de vous montrer que vous pouvez contester ce que vous voulez, la sortie de crise de la France, parce qu'elle n'avait peut-être pas pris cette crise très au sérieux, et parce qu'elle s'était bercée d'illusions auparavant, parce que ses alliés bienveillants avaient fait en sorte de lui dire qu'elle la boucle et ne pas lui donner satisfaction. Tout cela a conduit à une situation relativement catastrophique et où je vais reprendre ce que je disais à propos de l'affaire Dreyfus. Vous avez toutes les racines franco-françaises de ce qui sera mis en place en France à compter
de juillet 1940. Autrement dit que le régime de Vichy a des racines franco-françaises. Mais par exemple, le fait que l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, qui a écrit noir sur blanc quels étaient ses buts en termes de politique étrangère, et qui se résume par maître mot, la guerre contre des ennemis héréditaires, la France, ça devrait nous interpeller. Et la guerre à l'Est pour conquérir sur la race dégénérée des Slaves, Sikhs, un espace vital, un Lebensraum. Fait que l'arrivée d'Hitler au pouvoir, la consolidation extrêmement rapide de son pouvoir, n'entraîne quasiment aucune remise en question du dogme du pacifisme, et qui fait que l'armée française va préférer s'enterrer, n'est-ce pas, dans une imprenable ligne Maginot, que pour des raisons budgétaires, d'ailleurs, on ne construira pas jusqu'à la frontière franco-belge, au motif que, il faut bien masquer les alibis financiers, cela violerait, n'est-ce pas, la neutralité de la Belgique, la belle blague. Et comme on n'a pas suffisamment d'argent, on ne le met même pas dans les Ardennes. Aucun blindé ne peut passer par les Ardennes. Ah bon? Ah bon? Ils sont passés par où, les blindés de Guderian, le 10 mai 1940, si ce n'est précisément par les forêts des Ardennes, réputées impénétrables? Que dans ces conditions-là, il n'y ait aucune remise en question, parce que ce serait trop affreux, vous comprenez? Parce que plus jamais ça. Parce que la paix, la paix, la paix. Mon Dieu, donnez-nous la paix. Ben oui. Je suis désolé, quand vous avez un capital de Bohème qui devient le chef adulé de ce qui va bientôt rassembler 80 millions d'Allemands qui l'ont porté au pouvoir, et qui trouvent en conscience légitime qu'ils remettent en cause l'ordre international de traités imposés du diktat de Versailles, excusez-moi, là, je pense que nous avons à mener une réflexion de fond, un petit peu sérieusement. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. D'ailleurs, je remercie, suite aux premiers travaux que je donnais quelques exemples, quelques critiques dans une vidéo précédente. J'en ai reçu massivement quelques-uns hier, mais je ne les ai pas eu le temps de les regarder. Je les regarderai ce week-end. Bonne journée.